Charles Gisquia, merci de nous accueillir dans votre atelier. Merci à vous. Vous nous recevez à l'occasion d'une exposition qui aura lieu à Paris, À Paris, oui. du 11 au 18 juin. Oui, du 11 au 17, parce que le 18, je décroche. Donc voilà, D'accord. Et donc le titre de cette exposition, c'est Pentimento. Pentimento. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer le titre de cette exposition? Pentimento, c'est un mot italien qui veut dire repentir, en fait. C'est un terme de peinture qui veut dire, en fait, revenir sur une partie de la toile qu'on trouve pas convaincante ou pas réussie. Et en fait, moi, j'ai souvent l'impression de peindre plus en revenant en éliminant des espaces qui ne vivent pas bien avec le reste, que de rajouter, en fait. J'ai pas d'idée préconçue de ma peinture au départ. Je pars dans le vide et je construis en éliminant plus qu'en en rajoutant. Donc, l'idée m'est venue comme ça un jour d'appeler ma future expo Pentimento. J'aime beaucoup la musique du mot aussi. C'est ça, ouais. Mais du coup, cette relation au repentir, est-ce que vous conseillez les repentirs? Est-ce qu'elles font partie de l'œuvre? Je pense au nu bleu de Matisse, où on voit beaucoup de repentirs justement au fusain, Ouais. dans quelques-uns. Mais moi, j'aime beaucoup quand la trace du repentir n'est pas est vivante. C'est-à-dire que c'est en fait le temps de la peinture, c'est la dimension du temps dans la peinture. Ça peut être à travers les patines, oui, à travers les transparences et donc le repentir quand elles sont assumées, quoi. Donc moi, j'aime bien garder cette trace du temps, du faire. D'accord. Ouais. Et justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer, enfin nous dévoiler la mixture que vous avez mis au point de peinture avec, c'est pas moi qui l'ai mis au point, c'est une vieille recette d'atelier. Hein, ça s'appelle la cire saponifiée. C'est en fait, on part de tablettes de cire d'abeille pure et on la disperse dans l'eau. C'est-à-dire comme c'est un corps gras et dans l'eau, elle surnage, il faut un agent qui disperse la cire. C'est du carbonate d'ammoniac, c'est toute une cuisine. Et on arrive à faire une ébullition qui, quand elle est bien réussie, ressemble à un fromage blanc ou un lait épais qu'on consolide avec un liant acrylique, parce que sinon ça ne tiendrait pas assez sur le pigment sur le support. Donc voilà, ça fait au final un liant à la cire avec lequel je mélange mes pigments et je peins avec ça. Et quel effet particulier ça sur la peinture, contrairement à l'huile ou à d'autres liants? Bon, alors c'est un procédé plus pratique que l'huile. L'huile, il faut le temps de séchage, c'est autre chose. J'aime beaucoup l'huile, hein, mais je n'ai pas envie de me lancer dans l'huile. Je l'ai fait par le passé, mais là, je préfère aller vite, je préfère cette technique-là. Et la cire, ça donne cette transparence que n'a pas l'acrylique. Ça enlève le côté plastique de l'acrylique et ça permet de retrouver des transparences et un aspect justement un peu tridimensionnel, on pourrait dire. On arrive à retrouver des couches de peinture parce que moi je me plais à lustrer mes peintures, à les poncer et à essayer de retrouver les traces de ce que j'ai fait avant. D'accord. Parce que d'autant plus intéressant aujourd'hui, à une époque où on est entouré d'écrans, donc d'images sans matière, vous cultivez ce rapport à la matière. Ah oui, absolument, oui, j'aime beaucoup ça. Alors, l'exposition qui aura lieu donc du 11 au 17 juin sera composée d'œuvres abstraites. Uniquement abstraites, oui. Et du coup, dans votre parcours, vous avez eu des relations, enfin, votre peinture a souvent eu des allers-retours avec la figuration plus ou moins importante dans votre œuvre. Est-ce que vous pourriez nous dire Oui, pas vraiment des allers-retours. C'est vrai que dans les années 80, j'ai beaucoup peint dans cette mouvance de la nouvelle figuration, presque bande dessinée, avec des références bande dessinée, oui, des personnages, des éléments du réel, parce que j'ai toujours cette affection particulière pour le dessin, pour la figure, malgré tout. Et puis je me suis détaché de ça assez rapidement. J'ai passé 3 ans en Suède, j'ai changé complètement de vie et j'ai changé de mode de peinture aussi. Donc je suis passé de quelque chose qui n'est pas vraiment figuratif, qui était déjà mi-figuratif, mi-abstrait. Et j'ai laissé complètement tomber l'anecdote de la figuration, des personnages, des éléments du réel, parce que
j'avais pas envie qu'on s'attarde là-dessus, j'avais envie plutôt de travailler sur la forme, le trait et uniquement ce langage abstrait des formes, des couleurs. Voilà. D'accord. Dans vos œuvres dont on voit deux extraits derrière nous, on ressent une influence de Bram Van Velde, entre autres. Il y a plusieurs choses, mais c'est toujours un peu réducteur de réduire le travail d'un artiste à une autre référence, mais je trouve que cette référence est intéressante, notamment dans le rapport que vous avez du coup avec cette abstraction qui est beaucoup plus charnelle, beaucoup plus avec des rondeurs, avec des effets de matière qui se chevauchent, qui se laissent deviner, qui se recourent. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire justement cette relation que vous avez avec un art abstrait qui, pendant très longtemps dans l'histoire de l'art, a une connotation un peu austère, un peu intellectuelle, un peu ascétique. Et là, vous proposez plutôt une abstraction qui est beaucoup plus nourrie, beaucoup plus charnelle, beaucoup plus sensuelle. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai toujours un amour pour la peinture, entre autres de la Renaissance. Donc, en fait, toute cette peinture très sensuelle, justement, très dense. Donc, j'essaye de retrouver ça dans mon travail abstrait. Donc, ce que j'ai pu faire au départ, qui était beaucoup plus spontané, où je ne travaillais pas vraiment la matière, maintenant j'ai vraiment envie de travailler justement cette densité de la couleur. D'accord. Donc, après, les rapports avec les relations avec Bram Van Velde, bon, on peut trouver une relation. Moi, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Je ne peux pas dire que c'est un peintre qui m'a influencé. Je ne sais même pas d'ailleurs ce que je pourrais trouver comme influence dans les peintres que j'aime. Parce que je ne peux pas dire que je me suis senti vraiment influencé stylistiquement par un peintre. Disons que j'aime beaucoup certains peintres et que l'émotion que j'ai devant leur travail me nourrit et je ne sais pas exactement ce que je pioche dans chaque peintre. Certainement quelque chose, mais c'est beaucoup plus de l'ordre oui, de l'émotionnel que du style, quoi. D'accord. Donc du coup, pour revenir à au processus d'élaboration, de création de composition, quand vous commencez à peindre, vous n'avez aucun a priori, aucune idée en tête. Et donc je sais que vous faites aussi du jazz, vous êtes musicien, oui, vous êtes friand de jazz, alors est-ce amateur, que vous pourriez établir un lien entre ces deux bah rapports oui, c'est un petit peu, il y a un peu il y a un peu ce même sentiment de se jeter à l'eau que quand on improvise, surtout quand on est amateur et qu'on n'est pas véritablement sûr de soi. Mais c'est un plaisir particulier de se jeter à l'eau sans savoir ce qui va se passer. C'est vrai que quand j'attaque une impro, il y a à la fois cette peur de se planter, et puis en même temps, il y a cette envie d'aller explorer, quoi. Alors, dans la peinture, j'ai pas peur de me planter parce que j'ai tout le temps derrière moi, il n'y a pas de spectateur ni rien. Mais il y a en même temps ce même sentiment de se jeter un peu dans le vide. Et c'est vrai que quand j'aborde une toile vierge, je ne sais pas du tout où je vais aller. Je pars sur une construction peut-être très sommaire au fusain pour mettre quelques formes en place, quelques dynamiques. Et puis après, c'est l'aventure, quoi. C'est l'aventure. Alors, c'est pour ça que je peux commencer à peindre une certaine zone, trouver ça. Ça me renvoie à quelque chose que j'aime, que je trouve abouti, et puis après il va falloir faire vivre ça avec ce qui va se passer autour. Et ce qui va se passer autour, ça peut être complètement destructeur de cette première zone qu'il va falloir éliminer et passer à autre chose. C'est une espèce d'écosystème comme ça qui se construit. C'est à la fois angoissant, parce qu'il n'y a pas de vision préalable, on ne sait pas ce qu'on va faire. Ça peut être même quasiment douloureux par certains moments. Et puis en même temps, c'est exaltant parce que à chaque fois, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui vous surprend, qui vous renvoie quelque chose de vous-même que vous ne connaissiez pas. Oui, c'est un peu une espèce de miroir comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que à la fin d'une peinture, vous puissiez vous dire que c'est bon, on arrête là. Quels sont les repères, si vous en avez Alors ça, c'est très mystérieux. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est assez
c'est assez net. Quand une peinture est finie, ça s'impose tout seul, quoi. Parfois, il manque un petit morceau, quelque chose qui va équilibrer tout le reste. Et puis on trouve la couleur, on trouve la forme. Ça équilibre tout, et puis là, c'est fini. Il n'y a pas à revenir dessus. Mhm. Et puis, bon, parfois on se plante, hein, on met la peinture de côté, on revient 3 mois après, on dit non, ça va pas, cette forme-là, non, ça me plaît pas, c'est trop lourd, et puis on revient dessus. Mais la plupart du temps, oui, je sais quand c'est fini. Et je ne veux pas expliquer exactement comment, Mhm. pourquoi. Mais ça vous est donc assez habituel de revenir sur une peinture que vous aviez arrêtée, que vous... Bah là, par exemple, je suis en train de revenir sur cette peinture-là, euh, mais il n'y a pas grand-chose. J'ai rajouté juste une forme et ça équilibre tout l'ensemble. Euh, et ça m'arrive, oui, de revenir sur des peintures. Ouais, j'ai quelques peintures comme ça de côté que j'ai envie de reprendre parce qu'il manque des petites choses qui font qu'elle est bien. Mhm. Ouais. Et est-ce que vous êtes parfois revenu sur des peintures que vous aviez jugées finies, que vous avez terminées Oui. plusieurs années auparavant, Ah, et plusieurs que vous avez années. pris le risque de reprendre pour, pour transformer, pour décliner? Plusieurs années, non. Non? Non. En général, ça se fait assez vite. C'est dans les mois qui suivent, quoi. Non, non. Si elle reste plusieurs années, c'est qu'elle me plaît. Celle qui est derrière moi, qu'on doit voir à l'écran, c'est une des premières de cette série et celle-là, je sais que Mhm. je m'en séparerai pas parce qu'elle est très chère, parce qu'elle dit ce que je voulais dire à l'époque, elle est très synthétique et celle-là, je n'y toucherai pas. Mais d'ailleurs, toutes celles qui sont terminées, je ne reviendrai pas dessus, celle-là non plus. Mhm. Euh, est-ce que quand... Est-ce que vous percevez avec le recul du parcours qui a été le vôtre, avec des phases, avec des styles assez différents, euh, est-ce que vous percevez une ligne directrice qui pourrait relier, alors il y a des formes qui se retrouvent, des pigments, parce que Ouais. vous dites volontiers que les pigments que vous savez, vous les conservez depuis longtemps et que vous avez un attachement comme ça avec, puis Ouais. l'origine aussi d'où ils viennent. Vous pourrez peut-être nous en dire quelques mots. Mais est-ce que justement, voilà, si on établissait un catalogue raisonné de toute votre œuvre, est-ce qu'il y aurait quelques pistes comme ça, quelques petits Oui, je points? pense qu'on trouve une continuité, c'est assez évident, hein. Même quand je faisais des choses qui étaient rattachées à la figuration, je vous disais, c'était un mélange abstraction-figuration, on retrouve des choses. On retrouve un goût pour ce qui est voilé, dévoilé, pour le temps du faire de la peinture, ça c'est des choses qui me travaillent toujours. Et les formes aussi reviennent, ces formes pleines, généralement assez rondes, et puis qui peuvent être tailladées par des traits de pinceau. Bon, il y a des éléments comme ça qui reviennent, qui sont là depuis toujours. Cette association de la couleur et du dessin, parce que j'ai pas abandonné le dessin, même si j'ai abandonné la Mhm. figuration, le dessin est toujours là malgré tout, et je tiens à faire cohabiter justement ces deux domaines, du dessin, du trait et de la surface peinte. Et ça, on le retrouve aussi dans les peintures plus anciennes, oui. Donc, moi, je suis parfois assez surpris moi-même de voir à quel point je retrouve des choses que j'ai peintes il y a 25 ans, et que finalement, il y a une continuité, oui. Donc, Mhm. En termes de format, parce que vous avez dit que dans une autre vidéo, dans un autre entretien, que vous adoriez le format carré, que oui, pour vous c'était un équilibre assez, oui, enfin, qui vous convenait très bien. Euh, je sais que vous avez travaillé sur des très grands formats. oui. Est-ce qu'il y a est-ce que vous variez comme ça là, en termes de taille? Est-ce que ça vous plaît de passer d'un petit à un grand format, ou est-ce que vous Oui, oui, privilégiez oui. plutôt des formules plutôt imposées? Généralement, j'aime plutôt les grands formats où on peut s'investir presque physiquement. C'est un autre geste, c'est un autre espace, une autre façon d'aborder la forme, le trait. Et puis j'ai eu envie aussi récemment de faire vraiment des petits formats, 25 cm par 25 cm, en me disant est-ce que je vais arriver à retrouver cette force. Et curieusement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez Mhm. content de ces petits formats aussi. Il faut être plus économe, il faut. Voilà, oui, c'est un autre, c'est une autre approche, c'est un autre temps. Euh,
Mais ouais, j'aime beaucoup les petits formats aussi. Enfin, bon, je travaille plutôt sur des formats quand même assez grands, même 50-50, c'est pas tout petit. Mhm. Et puis j'ai travaillé sur des formats de 2 mètres, 2 mètres 20. Bon, c'est jamais des formats gigantesques, hein, mais bon, c'est des formats où on peut s'investir corporellement, quoi, plus. Mhm. Ouais. C'est toujours intéressant de, voire même parfois peut-être un peu mystérieux, de connaître les conditions de création des artistes. Quand vous peignez une œuvre, est-ce que vous accompagnez de la musique? Ah oui, Est-ce que vous oui, avez des petits rituels comme ça avant absolument. d'attaquer Ouais. une peinture? Bah, comme je suis musicien moi-même et que je suis très amateur de jazz, j'ai beaucoup de jazz en peignant. Ouais, parce que la musique influence aussi beaucoup la peinture elle-même, le geste, la dynamique. C'est sûr, il y a un moteur de la musique qui retentit sur la peinture. Mhm. Donc j'ai beaucoup de jazz, des choses très différentes, et puis aussi beaucoup de pop, rock, Zappa, enfin, Mhm. des choses qui me mettent dans une espèce de transe qui, qui se traduit dans le coup de pinceau, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Mhm. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, enfin à plusieurs reprises, votre pratique du dessin. Euh, depuis le mois de mars 2020, si je ne me trompe, vous faites un dessin tous les jours Oui, sur iPad, ça, et qu'après vous distribuez vous mettez sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram. oui, 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 j'ai toujours. Euh, Est-ce que, alors, je trouve ça intéressant justement le fait de cultiver ce qu'on pourrait appeler des opposés complémentaires, c'est-à-dire d'un côté la peinture et le dessin, la couleur, le noir et blanc, le temps long de la peinture et la spontanéité du dessin, le côté très matériel hein, de votre rapport en plus, parfois vous poncez, vous recouvrez, vous avez un rapport avec les pigments, et puis le côté immatériel de votre dessin qui est fait sur la Oui, vitre oui, de puis votre tablette. rapidement, oui, puis rapidement. Donc, bon, est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur cette relation que vous entretenez avec Bah, ces moi, deux pratiques? j'aime beaucoup cette complémentarité, ces deux aspects de moi. C'est vrai que j'ai toujours aimé dessiner. Depuis gamin, je dessine justement des dessins rigolos. Au lycée, je faisais marrer les copains avec mes dessins. Et puis après, enfin, je me revois tout gamin admirant les dessins humoristiques de l'époque, hein, Testu, Bellus, Mhm. ouais, et recopiant le style de ces dessinateurs. Et puis, j'ai longtemps envoyé mes mails sous forme de dessin plutôt que d'écrire. J'envoyais un dessin rigolo en faisant passer un message. Et puis là, c'est vrai avec la crise sanitaire, il y a eu tellement de situations surréalistes et loufoques qu'il y avait de quoi faire en matière de dessin humoristique. Et chaque jour, j'avais une idée bah, pour me moquer un peu de ce qui se passait ou pour Mhm. critiquer. Donc j'ai commencé à faire un dessin par jour ouais, que j'ai posté sur Instagram, sur Facebook. Et petit à petit, j'ai eu comme ça tout un tas de gens qui m'ont suivi et je suis en train de les rassembler pour faire un album de l'année Covid, D'accord. la première année Covid, on espère, la seule. On Euh, espère, oui. Ce serait pas mal. Mais voilà, il y a tout un paquet de dessins très différents qui traitent aussi de politique, un peu moins, mais avec les élections américaines, enfin, bon, il y a plein de choses. Ouais. D'accord. Ok. Et j'aime beaucoup ce côté rapide du dessin, oui. C'est vrai qu'il faut, tous les matins, il fallait trouver une idée rigolote, et puis ça se faisait dans la demi-heure, et il fallait que je poste, j'essaie de poster toujours vers 11 h du matin. Mhm. Oui, il y a ce côté rapide et spontané que j'ai pas dans la peinture, encore que on peut le trouver quand même. Mais c'est deux choses très complémentaires. Enfin, moi, je me situe, je me retrouve très bien dans les deux. Je n'ai pas de Mhm. problème avec ça. D'accord, ouais, c'est très intéressant. De toute façon, on mettra le lien de votre page Instagram Ouais. Ouais. sur la Roche Média. Donc, je vais vous inviter à redire aux, aux visionneurs de la ruche, aux petites abeilles de la ruche média, le nom de la galerie dans laquelle on pourra voir votre œuvre. Oui, alors c'est une galerie associative en fait. Un nouveau principe d'entraide d'artistes. Donc ça aussi c'est intéressant. C'est pas une galerie qui est tenue qu'à par un galeriste, mais c'est un ensemble d'artistes qui autogèrent la galerie et qui en fait s'autoproduit Mhm. au niveau communication, au niveau présence.
Et donc c'est une galerie qui s'appelle Laboratoire d'artistes, ça se qualifie de laboratoire d'artistes, et ça s'appelle au 15, parce qu'elle est au numéro 15 de l'avenue Parmentier, dans le 11e arrondissement à Paris. Et c'est donc du 11 juin prochain au 17. Ok. C'est très court, mais il faut venir. C'est ça, c'est ça. Donc on invite tout le monde à se rendre à cette belle exposition pour faire un plein de couleurs et de matières, ce qui est plus que nécessaire actuellement. Et donc, encore une fois, nous vous remercions d'avoir ouvert les portes de votre magnifique atelier, qui est un lieu unique. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci.